J'avais vraiment le sentiment de remplir une mission, de servir à quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas à la télévision. Il y a eu quelques fois où ça a un peu débordé du cadre. On a détruit le plateau, littéralement. J'avais remplacé l'eau de vie par une espèce de vodka à 90 degrés où il fallait inventer autre chose. Salut, c'est Antoine Decaune et aujourd'hui nous allons fouiller dans les caisses d'archives de Canal+. Il est 7h59, 55 secondes. Autant dire 8 heures. Il est 8h, Voilà. 4 novembre. J'avais annoncé. Ouverture de l'antenne de Canal+. Qui c'est ce monsieur? C'est André Rousselet, notre premier président, Toute l'équipe président fondateur. souhaite la bienvenue à ceux qui C'était pas un tribun, hein, on peut pas sont en dire. poste de télévision et les accueille en leur demandant d'être présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la voix du président de Canal+. Mais il y avait une grosse émotion évidemment parce que on avait préparé le terrain des mois et des mois en avance pour être prêt pour le jour J, ce moment où la bouteille de champagne plume, explose et où ça y est, c'est officiellement démarré. Mais c'est rigolo à revoir parce que on bidouillait encore, il y avait plein d'incertitudes techniques. D'ailleurs, on voit le premier bug, l'image qui disparaît pendant quelques instants, alors que la chaîne n'a pas encore démarré. Puis la décontraction de Rousselet, qui vraiment laisse augurer celle de la chaîne dans les années qui suivront. Nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus. Ça, c'est le travail d'Étienne Robial, qui a fait tout l'habillage de Canal, et un habillage dont on se sert encore aujourd'hui. Tout le choix des typos, du lettrage, des rythmiques, des petits jingles comme ça. Voilà. Ce qui est magnifique, c'est que ça n'a pas bougé en fait. Alors là, oui, je vois qui? Je vois Depardieu, je vois Rousselet, Denisot. Et en fait, c'est les premiers invités qui arrivent dans le hall de quai André Citroën. Et avec Michel, on s'était partagé toute la journée sur des canapés avec Marc Toesca à accueillir ce flux non-stop d'invités, le tout Paris qui chante et qui danse, qui était venu célébrer la naissance de la chaîne. Et donc c'était une journée comme ça d'interviews, de non-stop, de premières impressions. Are you a TV freak? Je lui demande si elle regarde elle-même beaucoup la télévision aux États-Unis. Do I watch TV? Yeah. In America? Yeah, sometimes. Not a lot, but when I have time. Je ne sais pas à qui je parle là. Quel genre de programme? C'est Donna Summer. I like C'est Donna Summer? Ouais. music programs. I think. Totalement Music méconnaissable. programs, I think a lot. Yeah. Et Vous du aussi, musique? vous êtes méconnaissable. N'importe quelle musique? Bah oui, on l'est tous. Hein. I like music programs, I think a lot. Yeah. Any music? N'importe quelle musique? Any music. That's good music. Good songs. C'était ça, l'idée c'était qu'on était posés sur des canapés, on accueillait les gens et puis on papotait avec eux autour de cet événement considérable qui était la naissance d'une nouvelle chaîne en France. Vous aviez quel âge à ce moment-là, vous? À 40 ans de moins, donc 30 ans. Voilà typiquement les têtes d'affiche que vous pourrez retrouver tous les jours dans les programmes de rock sur Canal+. N'est-ce pas, Marc? Oui, Bachung et Couture étaient sur fond de salle de magnétoscope. Ah oui, Pour la continuer. très jolie salle de magnétoscope. C'est quelle heure, surtout l'après-midi déjà? C'est à 18h. On improvisait en fonction de qui arrivait, quoi. C'était pas on va faire Johnny Hallyday à 16h30, Donna Summer à 17h. C'était au fur et à mesure. Et on partait en freestyle. Mais j'ai un très bon souvenir de cette journée-là. C'est le générique de Rapido, signé par Jean-Baptiste Mondino. Alors je dis pas ça parce que c'est Rapido et que c'est mon émission, mais je trouve qu'il n'a pas vieilli du tout. Il est toujours aussi moderne, aussi bizarre, aussi fun. C'est vraiment un très bon générique. Alors ça se gâte évidemment dès que j'apparais à l'écran derrière, là. Bonjour, Rapido, 3e génération, 6e édition. Bonjour et bienvenue pour un numéro qui réjouira les amateurs de cure, les fans de rap, les mordus de Tom Petty et les partisans du rock russe. On est moins dans la perfection, mais l'idée de Rapido, d'avoir une image aussi sobre, aussi simple et aussi graphique,
avec les mains dans le dos et je parle vite, ça a une explication. C'est qu'en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent pour fabriquer Rapido et on voulait que mettre l'argent de la production dans les sujets, plus que dans les plateaux à Paris. Et donc l'idée, ça a été de faire un cadre très simple, graphique, Rapido, une silhouette de présentateur graphique aussi, donc les mains dans le dos, la petite cravate pour présenter une émission de rock. Je trouve ça marrant de se mettre un costard cravate. Et puis le débit très rapide, justement pour gagner du temps, parce que l'émission durait 36 minutes, je crois. Et donc j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup d'infos à donner, mais je voulais pas perdre de temps. Et commençons par celui que vous attendez tous, impatience et fébrile, le grand Robert Smith, chef de la patrouille Cure. Voici en exclusivité rapido, sobre et dépouillé, la première interview de Robert depuis Belle Lurette. Il nous parle du nouvel album de Cure. Parler de rock à la télé, qu'est-ce que ça représentait pour vous à ce moment-là? Il y avait toutes les autres émissions qui parlaient de musique, c'était les Carpentiers, les Guy Lux, les Jacques Martin, qui passaient tous la même variétoche insipide, dans la plupart des cas, à mes oreilles. Et il n'y avait rien pour le rock, qui pourtant était la musique d'une génération. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y avait eu les Enfants du rock, créés par l'Escure sur Antenne 2 avant. Et c'était presque un combat, ouais. Il fallait réussir à imposer ça. Pour moi, dans les seules conditions acceptables, puisqu'il n'y avait pas de vidéoclip à l'époque. On faisait venir des groupes live sur un plateau à l'Empire à Paris. Mais j'avais vraiment le sentiment de remplir une mission, de servir à quelque chose, ce qui n'est pas toujours le cas à la télévision. Le tout premier nulle part ailleurs, toujours avec générique Robial. Ce beau plateau. Ce magnifique plateau de la rue Olivier de Serres, avec Souchon comme premier invité. Très souvent, l'immensité de ce décor à la taille de ce journal. Et mon petit filou. Puisqu'il va durer 1 heure et 5 minutes tous les soirs, du lundi au vendredi. Avec les nuls, ça c'est effectivement la grande nouveauté, c'est un peu le pari. C'était un pari assez gonflé, c'était de la contre-programmation de mettre à cette heure-là ce qu'on appelle l'Access Prime Time, une émission de talk, alors de talk show, c'était l'idée de De Greff ça. Un talk show, c'est une émission dans laquelle il y a du talk, il y a de la parole, où on reçoit des invités, on parle, et puis il y a du show, il y a du spectacle, que ce soit sous forme de magnéto enregistré ou de live action sur le plateau. C'était sur un modèle anglo-saxon qui n'avait pas encore été importé en France, et Dieu sait si après le format a été et continue à être copié et décliné. Bonsoir monsieur, je m'appelle Ouin Ouin. Mais dans ma meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître, rapport à mon totem, l'huître. J'ai vu ton film et ça m'a fait envie. Bien sûr, j'aimerais pas que ma mère, elle soit morte. Mais j'aimerais drôlement avoir des copains comme Martin, il a dans le film, solidaires avec lui et tout. On est dans le même studio que la première année d'une par ailleurs, c'est la deuxième année, les nuls ont décidé de ne pas rempiler. Ils veulent faire autre chose que de la quotidienne. Et De Greff, directeur des programmes de l'époque, m'appelle, moi, Gilles Verland, Carl Zero et Peter Stewart. Et il nous demande d'abord de créer un quatuor, comme il l'avait fait avec les nuls, pour continuer à faire de la parodie, des sketchs, etc., etc. Et puis rapidement, en fait, on se rend compte avec Gildas que ce dont on a besoin dans l'émission, c'est une ouverture qui donne un peu le ton, l'humeur, et une manière de sortir, de clore l'histoire. Et on tourne autour pendant un certain temps, on a fait plein de tentatives plus ou moins heureuses, et puis on est arrivé sur l'idée des personnages. Un personnage, c'est quelqu'un qui vient raconter une histoire à l'invité et qui termine sur une note de bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Quand on jouait au foot, à chaque fois ils étaient sympas, ils me confiaient un poste vachement important sur le terrain. Sans moi, on pouvait même dire qu'il n'y avait pas de match possible. C'est moi qui faisais le ballon. On s'est beaucoup amusé très vite à le faire. J'en ai fait beaucoup en solo et puis rapidement j'ai eu envie d'avoir un partenaire, de pouvoir jouer en duo, et ça a été l'arrivée de José. Si je vous montre aussi cette archive, c'est qu'on voit qu'il y a une communion totale entre vous et Philippe Gildas. Il est littéralement pété de rire. Comment vous qualifieriez votre relation avec Philippe Gildas? Il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Ça a été un partenaire professionnel, alors on était de 2 générations différentes. Moi, j'avais beaucoup à apprendre de lui. Lui pouvait s'amuser des propositions un peu dingues qu'on lui faisait. Il accueillait toujours ça avec beaucoup de bienveillance, en nous laissant le terrain de jeu libre. C'est-à-dire en disant, allez-y, amusez-vous, je vous fais confiance. Et on travaillait, c'est ça, dans cette espèce de confiance absolue
C'est-à-dire que moi, jamais je l'aurais mis dans une position vraiment indélicate dont il aurait eu un mal fou à sortir. Il me faisait confiance, mais en même temps, il attendait qu'on joue et qu'on le déstabilise. Il a été servi à quelques reprises. Mais ça, c'était aussi l'esprit général de cette chaîne à cet instant-là. On avait des patrons, les Scurs de Grève, qui venaient de la télévision, qui connaissaient la télévision pour l'avoir pratiquée, et on avait cette nouvelle chaîne qui était un endroit où il fallait inventer autre chose, c'est-à-dire ne pas reproduire ce que les autres télés faisaient depuis des années, essayer d'inventer, le terme est un peu présomptueux, une nouvelle grammaire en fait. Enfin, il y avait vraiment un esprit laboratoire, quoi. Et cet esprit labo, le chef de labo, c'était Philippe. Contrôle. T'es encore là, les pagnoles? Hein? J'attendais. Est-ce qu'il savait à chaque fois tout ce que vous alliez faire sur le plateau? Non, il savait absolument pas ce qui allait se passer sur son plateau. Ce qui le rendait dingue, parce que c'était évidemment un très bon journaliste, et qu'un journaliste aime bien avoir l'info de ce qui va arriver. Il fallait qu'il amène le train à bon port, qui partait à 7h et qui arrivait à 8h30, avec plein de choses dedans, des éléments, des magnétos, des news. Enfin bon, c'est un boulot mécanique très, très, très pointu. À la fois, ça l'amusait de ne pas savoir ce qui allait débouler à la fin, et en même temps, ça l'inquiétait parfois, parce que... Il y a eu quelques fois où ça a un peu débordé du cadre. Je suis le frère Convert, et voici le frère Combleu. Nous sommes deux moines de l'abbaye de la Grosse Châtreuse. C'est un baratineur, il n'y a pas de frère. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Frédéric Dard qui est invité ce jour-là. Frédéric Dard qui est un héros personnel absolu. Et on lui fait, avec José, ces deux moines qui viennent lui raconter des conneries et qui veulent lui faire goûter la... Je ne goûte rien, contrairement à José. Je disais donc que votre... Parce que j'avais remplacé l'eau de vie initiale par une espèce de vodka à 90 degrés, enfin un truc imbuvable. Voilà. Mon père. Lui, il le savait? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Le jeu, et c'est un jeu qui continue d'ailleurs aujourd'hui avec José, on adore se surprendre et se faire des petites farces, se poser des traquenards. Ça en faisait partie, évidemment, c'est une relation très sadomaso, puisque moi je tenais des cordons du sketch, alors que José le découvrait au dernier moment. On faisait 2 répètes mécaniques avant de passer au plateau. Je glissais dedans des petites surprises comme ça. En fait, ils font un métier dangereux, ces mecs. Je ne compare pas notre monastère à un bobinard, je ne dis pas cela. Frère Arrête de Combleu, boire. ne déformez pas tous mes propos. En plus, il va plus. Un moine peut porter des serviettes. Car lui, il sait pas chanter la digue du cul en latin. Que je sache. Qui sait, peut-être après un séjour dans la quiétude et la sérénité de nos cloîtres, serez-vous... José était chauffeur de salle, c'est-à-dire que son job, c'était de préparer le public sur le plateau de Nulle part ailleurs à ce qui allait se passer pendant 1h30. Je l'avais remarqué, avant de prendre l'antenne, je le regardais faire, et non seulement il faisait ça très très bien, mais il faisait jamais 2 fois de suite la même chose. Il était très inventif, très créatif, très drôle, et par ailleurs il était comédien, un jeune comédien en formation, parce qu'il était au cours Florent à l'époque. Quand j'ai eu envie d'avoir un partenaire, c'est évidemment sur lui que le choix s'est porté. C'est au moment de la reprise du Grand Journal, quand j'ai repris le Grand Journal après que Michel soit parti. On a détruit le plateau, littéralement. Je crois que ça devait être la première ou la deuxième semaine. Je voulais remettre un peu de jus, un peu de mon humeur à moi. Et donc j'avais invité José, Django, évidemment, et on s'était un peu lâché, oui. Ouais. Mais Philippe était là aussi, hein. Philippe était là parce que j'ai des images de lui où il est tout bleu derrière. Alors le public, voilà, on avait anticipé pour qu'il puisse ressortir en toute dignité, donc on avait filé des combinaisons à tout le monde, mais on a vraiment niqué le plateau là. Ils ont mis 3 semaines à réussir à le récupérer. Je m'étais fait copieusement engueuler par Renaud, le producteur. Est-ce que ce serait possible encore aujourd'hui, ces choses-là, et même les choses que vous avez faites?
Tout est possible. Il ne s'agit jamais de refaire 2 fois la même chose. Hein. Donc voilà. Des situations comme ça, live, qui partent en couille, oui, évidemment. Ah, la petite Taylor Swift. Je crois que ça a donné un coup d'envoi à sa carrière. Hein. Il y a Taylor Swift avant et Taylor Swift après. Elle m'invitait à venir la retrouver pour danser. Bah oui, moi j'adore la danse. Comme vous voyez, je suis un danseur né, j'ai une espèce de rythme naturel dans le sang, beaucoup de souplesse. Et on s'est bien amusé. Un moment comme ça, c'est anticipé, c'est cadré? Ah non, non, là c'est pareil. C'est tout l'intérêt du direct. Hein. L'intérêt du direct, c'est que vous travaillez un cadre, il faut que tout soit précis, prévu, et puis il y a toujours l'imprévu qui surgit. Là, elle qui m'invite à venir la retrouver pour danser, ben, j'y vais, je vais pas dire non, non, c'était pas prévu. Non, non, au contraire, moi je suis très, très client de ça. C'était Taylor Swift avec Shake It Up. L'album s'appellera 1989. Le Grand Journal a été le fils naturel de Nulle part ailleurs. Hein. On était dans le même format, le même horaire de diffusion et le même principe du talk show, c'est-à-dire cette table avec des gens qui parlent et puis du spectacle qui surgit, comme là par exemple avec Taylor Swift. Alors Michel a structuré l'émission différemment, il y avait beaucoup plus de chroniqueurs, mais en fait dans le fond, quand vous prenez le principe de l'émission, on parle de la même chose, quoi. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, ces passages télévisuels d'artistes internationaux? À partir du moment où on reflète l'air du temps, bah évidemment la musique a un rôle capital à jouer là-dedans. Donc pour moi c'était entièrement naturel qu'il y ait des invités musicaux, en plus avec mon passif, si je puis dire, avec le rock. Et là il y a un personnage clé dans cette histoire qui s'appelle Stéphane Saunier, qui a été le programmateur musical, et vraiment tout le mérite lui en revient à lui. Il a par ailleurs après créé une émission qui s'appelait La Musicale, que ma fille a présenté d'ailleurs pendant un certain temps. Stéphane était un programmateur hors pair, c'est-à-dire il avait le pif à la fois pour trouver les nouveaux groupes intéressants et en même temps il avait les contacts suffisamment solides pour pouvoir décrocher des Prince, des Nirvana et compagnie. Revenons-en à la cérémonie et au César du meilleur espoir féminin, pour lequel j'appelle Mathieu Amalric, lui-même César du meilleur espoir masculin en 97. Le César est attribué à Emma de Cône. C'est ma filleute, bah oui. Je présente cette année-là les Césars et elle décroche le César du meilleur espoir. Elle explique que d'ailleurs c'est pas du tout grâce à moi, merci de le préciser. Moi qui aime bien être déstabilisé en télévision sur un plateau, là pour le coup je l'étais vraiment. Tu es pour rien, rassure-moi. Tu es pour rien. Non. Merci beaucoup, 1000 fois, 500 fois, 1000 fois. J'étais très ému, très fier parce qu'elle vraiment elle le méritait son petit César. Donc c'est des beaux moments, des jolis souvenirs. Je chante pour les Césars, je chante pour les Césars. Votre histoire avec les Césars, elle est riche. Combien de présentations vous avez fait? Une dizaine. Une dizaine? Ouais, enfin 10 même, pour être tout à fait précis. Qu'est-ce que vous aimez dans ce job? C'est très difficile à faire. Et à chaque fois, on essaie de trouver la bonne formule, la bonne martingale pour que toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble. Et puis à chaque fois, on en sort assez frustré parce que c'est par rapport à l'idée qu'on s'en a été fait, au résultat qu'on voulait obtenir, c'est pas tout à fait ça. Il y a des moments réussis, il y a des moments ratés. Bon. Bonsoir. Mes deux illustres prédécesseurs, Daniel Toscan du Plantier et Philippe Noiret, m'ont mis en garde. Ils m'ont dit, méfie-toi, c'est pas que c'est une salle indifférente, c'est une salle hostile.
Ce qui est très complexe dans une soirée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe au maître de cérémonie, c'est le timing de la soirée. Quand on faisait Nulle part ailleurs, on savait exactement qu'il nous fallait, je sais pas, tant de minutes à chaque fois, et puis on était maître du temps. Et quand on terminait avec les personnages, ben on savait que les personnages allaient durer 4 minutes. Quand vous êtes sur le plateau des Césars, l'inconnu, c'est les remerciements. Le moment où les gens montent sur scène, à la fois très émus parce que c'est émouvant, moi qui aime l'imprévu, là il y en a de l'imprévu, mais c'est pas dans le bon sens, c'est-à-dire il y a un moment où c'est très difficile de tenir le tempo. Mais alors pourquoi le refaire à chaque fois? Parce qu'à chaque fois on se dit que l'ayant fait, on va pouvoir faire progresser le schmilblick. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. De toute évidence, c'était l'heure d'y aller. Et notre baptême à la place des cordes devait forcément se terminer par la spécialité maison, la grande suspension à la sauce Chimbaré. Ça va Antoine? Ouais. Alors l'émission d'Antoine, c'est une émission vraiment bizarre. Là je parlais de laboratoire avec Nulle part ailleurs tout à l'heure. Vraiment on allait essayer des choses. À la fois formellement, parce qu'on travaillait sur un plateau uniquement sur fond d'image, ce que j'avais jamais fait avant. Et puis on partait sur des reportages bizarres, tordus. J'ai toujours aimé ça moi. J'ai aimé ça quand je faisais les émissions en Angleterre avec Eurotrash ou après avec La Gaule d'Antoine. J'ai un petit faible pour les histoires tordues, oui. Et donc là, j'avais emmené mon pauvre poulpe, mon petit poulpe d'amour, à la découverte du shibari, donc l'art du ligotage à la japonaise, façon gigot, quoi. Et on s'était bien amusé. Journal. Il paraît que la nostalgie n'est pas du tout un truc de dépressif comme la musique que vous entendez actuellement. Qui sont les joyeux lurons qui ont repris un peu le flambeau et qui continuent à faire vivre cet humour Made in Canal. Il y a à la fois les historiques, les Jamel qui continuent à faire des apparitions, les Judor qui reviennent de temps en temps, et puis il y a toute la nouvelle génération, ceux qu'on a vus dans la soirée des 50 ans, des 40 ans. Je suis déjà 10 ans en avance, moi. Les Huskla, les Nora Hamzaoui. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet et les gens ils disent qu'on répond de façon un peu trop violente. Le problème avec les vidéos, c'est que c'est l'appréciation de celui qui regarde. Violence policière selon les syndicats et gros câlins selon la police. J'ai l'impression qu'il y a une continuité, il y a un passage de témoin assez naturel. Non pas qu'il y ait un humour Canal. Je ne crois pas du tout à l'humour Canal comme... À chaque fois qu'on me pose la question sur l'esprit Canal, je ne sais pas quoi répondre. C'est une liberté qu'on a de travailler, d'aller essayer des choses, d'aller tâtonner, d'aller essayer d'inventer autre chose à chaque fois. Bon, ça, j'ai l'impression que ça perdure sur cette chaîne depuis que j'y suis. Antoine, quand même, j'ai failli vous attendre. Oui, je sais, je me suis dépêché, mais les encombrements. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait ce que c'est. Oui, oui. Merci d'inaugurer cette nouvelle émission. Faut voir, ma chère Karine. La télé, pour moi, c'est une manière de raconter une histoire, de jouer des rôles, de surtout me surprendre, m'exciter, m'amuser, m'enthousiasmer. Là, aujourd'hui, je fais une émission de cinéma, Faut voir, là, qui a démarré il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. J'ai des conversations avec des acteurs, des gens de cinéma. J'adore le cinéma, j'espère en refaire dans les années qui viennent. Il y a toujours l'idée de plaisir derrière. De plaisir, de se faire un peu peur aussi, d'aller sur des terrains qu'on n'a pas encore foulés, et surtout de ne jamais refaire 2 fois la même chose. Ça, c'est capital.